Bonjour messieurs, ravi de vous avoir sur ce premier format podcast live qu'on lance effectivement avec Chaka Podcast. Je suis heureux de vous accueillir tous les deux. Francis Lelon, ex-CEO de Sarenza.com et fondateur d'Allegria Group sur ton joli t-shirt fluo que l'on voit. C'est marqué des deux côtés. C'est marqué des deux côtés, c'est marqué derrière également. Et Osélia, tu nous en reparleras également un petit peu. Hervé Bloch, bienvenue Je suis également. pas fondateur de Jacquemus. C'est pas toi. Ok. Voilà. Ok. Alors, Hervé, effectivement, on va parler des différentes activités que tu as. Ex-fondateur des Big Boss, un événement. Fondateur à vie des Big Fondateur Boss. à vie. Ex-dirigeant des Big Boss. Ça commence bien, effectivement. Je vais faire attention. Tu as bien raison de me reprendre. Donc, fondateur des Big Boss, duquel tu es sorti il y a un an à peu près. Ouais. Et aujourd'hui, à la tête de plusieurs autres entreprises, un cercle d'influence qui s'appelle Aurea et un cercle d'affaires. Tu as également le Fond dont tu vas nous parler et tu as une dernière société, j'écorche à chaque fois le nom, tu veux bien le dire s'il te plaît? Alors il y a HNG qui est l'activité de marchand de biens, H comme Hervé et J comme Gabriel mon associé, et puis effectivement un autre club dans l'immobilier qui s'appelle l'Immobilier Managers Club. Ok, super, merci beaucoup Hervé, merci Francis. Alors, ravi de vous avoir aujourd'hui au sein de Chaka, ce 4e édition de Chaka Biarritz et de ce festival tech qui est le plus cool de France finalement. On essaie de le faire comme ça. Hier, ça a plutôt bien démarré, aujourd'hui aussi. Nous voulions et nous avions à cœur de vous avoir, surtout moi, parce que je vous ai rencontré, toi, il y a un an maintenant, et Hervé, il y a quelques semaines. On a eu la chance de déjà partager un autre événement qu'on a fait ensemble, auquel vous avez répondu présent, qui était la première édition du Paris IA Immo Day, qui a eu lieu le 11 juin dernier à la Maison de la Mutualité. Et grâce à vous, grâce à vos réseaux, grâce à ta collaboration notamment, puisqu'on a fait 1500 visiteurs sur cette première édition qui était la capacité maximale. Tout le monde nous disait vous allez vous planter, vous allez avoir personne. Vous nous avez partagé tous les deux vos hacks pour pouvoir effectivement remplir cet événement et ça a été le cas. 400 places grâce à toi notamment sur les 1500, plus tout ton réseau que tu as bougé également. On était 60 speakers de haut niveau et moi je vous ai vraiment découvert et au-delà des coups de cœur, j'avais à cœur que tous les gens puissent savoir un petit peu quels sont vos secret sauce, qu'est-ce qui fait que vous avez changé vos vies par les aventures entrepreneuriales que vous avez eues. Donc je vais faire très très court, très simple. On a intitulé ça Success Story, investir like a boss. On va jouer sur le jeu de mots, on va commencer par toi sur les big boss. Comment on passe de zéro à une société qui est valorisée à 65 millions d'euros, à 17 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et à une centaine de collaborateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, s'il te plaît, pas de bullshit. On a un public aussi qui est présent, au-delà du podcast sur YouTube qu'on lance. Dis-nous tout, comment ça a commencé? Alors, la genèse, elle a 60 ans. Il y a 60 ans, mes parents se sont rencontrés au Club Méditerranée. Moi, je suis issu donc d'un couple du Club Méditerranée. J'y ai fait mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, de jeune adulte, de célibataire, de jeune papa, de papa, etc. Tout ça pour dire que c'est un univers que j'adorais quand j'étais enfant. C'était vraiment mon rêve d'enfant, c'était de devenir chef de village. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon village. Et donc d'ailleurs, la petite histoire marrante, c'est que sur les 5 dernières années, on faisait tous nos événements au Club Med. Et donc le chef de village du Club Med me remettait un badge de chef de village pendant les 3 jours où j'officiais, puisque pendant ces 3 jours-là, c'était moi le chef du village, c'était pas lui. Et donc j'ai exaucé mon rêve d'enfant. D'accord. Merci Hervé. Donc aujourd'hui, les big boss, tu les as cédés. Tu as décidé d'un rêve d'enfant d'en faire une réalité. Comment on se sépare de quelque chose qui te tient à cœur et surtout dans les détails? Créer son propre village, ça demande quoi? Qu'est-ce qu'il faut déployer? Est-ce qu'il faut aller à des événements? Est-ce qu'il faut rencontrer des gens, serrer des mains? Comment tu t'es débrouillé vraiment sur YouTube? Les personnes qui vont écouter ce podcast ainsi que les personnes qui sont dans la salle avec nous, elles veulent savoir des choses précises. Elles viennent pour lancer des business, peut-être avoir la même success story. Est-ce que tu peux nous donner des détails croustillants, s'il te plaît? Alors moi, je suis rentré dans l'univers digital en 99. 99, c'était vraiment le tout début du digital. Il y avait Aquarelle, Allociné, Auckland, Francis Lelon aussi. Francis, il y était déjà. Hein. Et donc, on fait partie des dinosaures. C'est rare d'avoir un secteur où en 25 ans, on fait partie des dinosaures. Et donc moi, j'ai vécu vraiment les premières entreprises, j'étais prestataire à l'époque, et j'ai très vite compris aussi la puissance du networking. J'étais un des tout premiers sur Viadeo, qui s'appelait à l'époque Viaduc. J'étais un des tout premiers LinkedIn. J'étais le premier annonceur sur Viadeo, dans l'espace pub en fait. Moi, Viadeo, les hubs de Viadeo, je les avais tous privatisés, c'était un truc de dingue. Et donc, en fait, ça vient d'ailleurs de la théologie. En théologie, on parle de plusieurs actes. Le premier, quand on est bébé, par exemple, quand on est, c'est recevoir pour recevoir.
Donc en fait, je suis bébé, je pleure parce que j'ai faim, parce que j'ai soif, parce que j'ai sommeil. Et le parent, il ne sait pas encore trop comment ça se gère. Et donc, recevoir pour recevoir, bon, il a son biberon, il est satisfait. Point. Quelques mois plus tard, le bébé il comprend qu'il y a une interaction et que quand il sourit à son parent qui a traité finalement sa demande, on est dans le recevoir pour donner. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Et puis quand on grandit, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Quand on grandit, on est dans le donner pour recevoir. Et dans le business, il faut être dans le donner pour recevoir. Et puis après, l'ultime en théologie, les grands pieux, c'est donner pour donner. Bon, dans la vie privée, pourquoi pas. Dans la vie business, professionnelle, donner pour recevoir, c'est déjà très bien. Mais le nombre de gens qui ne font que recevoir pour peut-être donner un jour, ils se trompent complètement. Moi, j'ai passé mon temps à donner. J'ai donné du temps, j'ai donné de l'énergie, j'ai donné du carnet d'adresses, j'ai donné des contacts qui ont créé des fruits. Et donc, ces fruits, c'était autant de crédits qui allaient m'être retrouvés. Je vous donne un exemple. J'étais à l'époque prestataire pour une boîte qui s'appelle Email Vision et j'étais commercial, puis directeur commercial et j'attendais le but ultime pour moi, c'est d'être country manager de la France. Et donc je suis convoqué par le directeur général qui me dit « Hervé, tu vas être country manager de la Suisse ». C'est quoi ce bordel? La Suisse c'est nul, c'est tout petit, le vrai poste c'était la France, tu veux me virer, bah, paye-moi 2 ans de salaire et puis je m'en vais. Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup de headquarters mondiaux en Suisse, il y a beaucoup de headquarters européens en Suisse, il y a les organisations internationales, c'est très network, vas-y, tu vas t'éclater. Bon, moi j'étais jamais venu en Suisse de toute ma vie, si peut-être j'avais fait une piste de ski qui était à cheval entre la Suisse et la France. Et donc je commence à creuser, je passe une nuit à regarder un peu tout ce qui se passe en Suisse, effectivement la puissance de la Suisse. Il y a 3 langues en Suisse, je ne savais pas. Il y a le suisse roman, donc c'est un français un peu avec un petit accent. Il y a le suisse alémanique. Il y a le rhéto-romanche, qui est la langue officielle. Il y a un petit peu d'italien aussi. Et donc, bon, bref, j'y connaissais rien. Je me suis dit, je commençais par la Suisse romande, c'est le plus facile. Mais comment on fait pour faire du business alors qu'on ne connaît pas le territoire, on ne connaît rien? Et donc, je me suis dit, bon, ça fait des années que j'offre des opportunités aux uns aux autres. Là, j'ai besoin. D'accord? Donc, j'ai créé un emailing. Et moi, je m'appelle Hervé Bloch. Il y a une marque de chocolat en Suisse qui s'appelle Camille Bloch. Et donc, j'ai créé un emailing et j'ai envoyé à tout mon réseau. À l'époque, c'était peut-être 5-6 000 personnes. J'ai dit, gagnez un ballotin de chocolat Camille Bloch pour tout contact qualifié transmis par email. J'ai eu 38 réponses et j'ai signé 14 contrats. C'est-à-dire que tout le monde m'a dit, moi j'ai ma cousine, j'ai mon frère, j'ai mon oncle qui travaille chez Nestlé, qui travaille au CIO, qui travaille chez BDDP, enfin bref, j'avais des opportunités dans tous les sens. Et donc la moralité c'est quoi? C'est que tous ces gens, j'ai passé des années à leur ouvrir des portes et là c'est moi qui avais besoin. Et donc pour eux, c'est rien de me dire j'ai ma cousine qui travaille chez Nespresso, je te donne ses coordonnées, c'est la directrice marketing, tu l'appelles, tu la tutoies. Et quelle force pour ensuite pénétrer un marché et signer les premiers deals. Donc en fait, donner pour recevoir, c'est l'essentiel. Donc tu as donné pendant combien de temps? Je donnais pendant 10-15 ans. Alors il y a plein de gens à qui je donnais qui ne m'ont jamais renvoyé. C'est pas grave, parce que je donne tellement à plein de gens que j'ai quand même un taux de réception intéressant. On va rebondir dessus, on reparlera du pari AIMOD. Francis, 99, on parlait d'Internet. Toi, aujourd'hui, quand tu t'es lancé, Internet de suite ou autre business? Et puis tu nous dis un petit peu ce que tu as fait. Ah non, Internet de suite, moi j'ai fait mon premier site web en 93, donc quand j'ai commencé à bosser, je rongeais mon frein, je voulais absolument bosser dans le digital et j'avais trouvé un poste chez Accenture qui avait une pseudo-mission autour d'Internet et j'ai fait 9 mois et donc j'ai été 9 mois salarié dans ma vie et après j'ai créé ma première boîte en 99, mais je pense quand même que ce qu'il faut se rendre compte d'abord, c'est que on a nos motivations profondes qui vont changer au cours du temps. Moi, je venais d'un petit village perdu à Metz. Je savais que je ne serais jamais ni footballeur professionnel, ni acteur, ni chanteur. Donc, il me restait quoi pour réussir? Entrepreneur. C'était tout ce qui restait. C'était aussi simple que ça. Et quand on veut effectivement réussir un peu une ascension sociale, c'est ce qui est le plus accessible. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. En fait, vous avez 2 énormes avantages aujourd'hui. Premièrement, tout a été mis en œuvre dans ce pays pour vous permettre d'entreprendre, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Ça commence par le chômage, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en bénéficier. C'est le premier business angel de France, exactement. On l'entend souvent dans nos écosystèmes. La possibilité de créer ta boîte maintenant en 24-48 heures, les aides de partout, la BPI, bref, tout a été fait pour y arriver. Donc d'abord, moi je dis tout le temps, vous n'avez aucun risque à vous lancer, le seul risque que vous prenez c'est de réussir. Parce que dans le pire des cas, si ça ne marche pas, tu reprends un job, c'est pas très très grave. Donc allez-y, ça c'est vraiment le premier élément. Et le deuxième élément, on est aujourd'hui dans une époque formidable avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Nous, on a bénéficié de l'arrivée d'Internet. Minitel, nous, c'est Minitel, nous. C'était Minitel, ouais, mais en tout cas d'une technologie qui a révolutionné le monde, et on n'a pas tant que ça. On parle beaucoup ici du Web 3, de la blockchain. La réalité, c'est que ma mère, elle utilise Internet, un smartphone et ChatGPT. Et si on prend ces 25-30 dernières années, c'est quoi les 3 vraies révolutions technologiques qui ont changé le monde? Internet, le smartphone et l'IA. Et l'IA, c'est celle de maintenant, pour au moins les 5 ou 10 prochaines années. Et donc, se lancer dans une activité au moment où il y a un tel chamboulement, une telle redistribution des cartes, c'est une opportunité qui arrive qu'une ou 2 fois dans une vie. Donc, il faut la saisir, quel que soit votre âge. Donc, allez-y. On revient sur le fait marquant. On te présente souvent ainsi, fondateur de, donc pas ex-fondateur, mais fondateur de Sarenza.com. Tu veux bien, pour l'audience qui a commencé effectivement à grossir dans la salle et j'imagine en ligne aussi, nous expliquer comment on passe d'un site internet à vendre des chaussures en ligne où tout le monde te dit c'est une connerie monumentale en fait, les femmes entre guillemets n'achèteront jamais d'escarpins en ligne, à la boîte qui a été qui a explosé avec tous les hacks. On a peu de temps, mais tu peux donner des détails? Non, d'abord, s'il y avait une recette magique, j'aurais pas fait 15 boîtes et en réussi 3, tu vois, parce qu'il y en a quand même un paquet d'autres qui n'ont pas marché. Donc, il faut rappeler que d'abord, quel que soit le business que tu fais, quelle que soit l'idée la meilleure du monde, le seul truc qui marche, c'est l'exécution. Voilà, et ça, n'importe quel business angel te dira. Et c'est pour ça que généralement, quand tu investis, tu cherches d'abord une équipe. Et j'en discutais récemment avec un copain investisseur. Il me dit, moi, de toute façon, maintenant, j'investis que chez mes potes qui ont réussi parce qu'au moins, c'est une garantie d'avoir une équipe qui sait exécuter. C'est un peu chiant parce que ça restreint énormément les possibilités d'investissement. Et puis surtout, ça ouvre pas les portes à ceux qui arrivent sur le marché. Mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est ça le point qui est essentiel. Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a aussi une question de timing qui est importante. Nous, quand on a lancé à l'époque Sarenza, c'était juste après l'explosion de la bulle Internet. Plus personne ne croyait en Amazon. Le e-commerce, c'était mort. Et alors, vendre des chaussures sur Internet, c'était encore pire, puisque, bien évidemment, qui va acheter des chaussures sur Internet? Il faut les essayer, tout le monde nous disait ça. Et si on n'avait pas eu l'exemple de Zappos qu'il avait fait avant nous aux États-Unis, on n'aurait sans doute jamais lancé Sarenza et ça ne serait pas devenu le succès que c'est aujourd'hui. Donc il faut quand même avoir une conviction forte. Et puis surtout, il ne faut pas regarder et lire et se forger son opinion en fonction des études. Les études, c'est comme un bilan, c'est toujours une vision du passé. Nous, toutes les études disaient que le e-commerce était mort. Les experts du marché nous disaient tous, vous arriverez jamais, et pourtant on l'a fait. Et tu peux donner quelques chiffres? Vous commencez Sarenza.com, vous êtes où, comment, nous, quels moyens? On a démarré avec 250 000 € qu'on a levé auprès de copains qui nous ont permis de faire le premier site web. On a ouvert avec 10 marques que je vous citerai même pas. Attends, ça c'est intéressant, je te coupe 2 secondes. Auprès de copains, ça veut dire quoi? Là, on est dans un événement, il y a 1500 personnes, 2000 personnes. On va voir des gens, on leur serre la main. Salut, j'ai besoin d'argent, j'ai un projet. C'est ça que tu as fait? Ouais, exactement. Ok, tu as pitché. Tu as pitché et tu vas chercher l'argent auprès des gens qui te connaissent, dont tu sais qu'ils peuvent te filer 5 000, 10 000, 20 000 €. Et tu t'es entraîné pour le pitch? Tu as fait à l'époque? Tu as fait comment? Ou tu as mis tes tripes et... Non, je pense que c'est toujours un peu la difficulté entre l'acquis et l'inné. Je pense que le métier de CEO, d'entrepreneur, c'est un vrai métier qui s'apprend. En revanche, effectivement, le pitch, la capacité de conviction, la capacité à emmener des gens dans ton histoire, c'est quelque chose que tu as un peu en toi aussi ou pas. Il y a quand même un petit peu un mélange des deux. Donc, moi, je sais que même quand j'ai eu des échecs, je suis retourné. Il y a des gens qui m'ont filé de l'argent 2 fois, 3 fois, qui ont perdu 3 fois et qui vont maintenant réussir avec Allegria, tu vois. Okay. Donc, c'est juste parce que ils savent que c'est difficile. Et moi, la chose que je dis à toutes les personnes qui m'ont accompagné, en tout cas pour les premiers investisseurs, les Friends and Family ou les premiers BA, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent tout perdre. Pour eux, c'est de l'argent de poche. C'est comme s'ils avaient fait un don, en fait. Tant mieux si ça marche après. Ce qui n'est pas le cas d'un VC, qui a une approche complètement différente. Et chez Allegria, par exemple, on a levé 5 millions, mais qu'avec de business angel. Je ne veux pas de VC là. Alors ça, c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça démystifie un petit peu ce problème. Moi, ça fait plusieurs années que je suis effectivement dans l'écosystème startup. Les besoins d'argent, on les entend, et très souvent, tu as une crainte de l'entrepreneur à dire il va falloir que j'aille demander de l'argent, mais qu'est-ce que je fais si jamais je perds tout son argent? Et du coup, ils se font mal à la tête. Et effectivement, tu viens de dire deux choses, c'est qu'ils acceptent, un, qu'il y a une part de risque, et deux, de perdre cet argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Hervé, aujourd'hui? Alors, il y a aussi une chose importante. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait éteindre TikTok parce qu'il y a plein de d'images et de poncifs. Il faut toujours privilégier 1 € de chiffre d'affaires à 1 € de capital. D'accord? Alors, quand on est sur un business B2C, il faut quand même du capital, il faut quand même des millions d'euros. Moi, j'étais plutôt dans un business B2B et plein de fois, on m'a proposé de rentrer au capital, d'y adjoindre des fonds, etc. Moi, quand j'ai vendu un fonds d'investissement, j'avais 100% du capital.
Allez, je vais vous raconter quand même une petite anecdote. Je n'avais pas tout à fait 100%. En fait, j'avais mon ex-femme qui avait une part sur 1000. Donc elle avait 0,1%. Et à cause de ça, elle m'a fait planter mon deal avec mon fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'à 17 heures, le fonds d'investissement me dit bon, c'est bon Hervé, on a tout vérifié, le pré-closing bancaire, KYC, tu prends ton meilleur stylo demain, on a mis la bouteille de champagne et demain tu cèdes 60% de ton capital et donc tu convertis ton outil industriel. Et puis une heure après, mon avocat me dit non, ton ex-femme nous emmerde, une part sur 1000, on va devoir faire capoter le deal. D'accord ? Donc ça, c'était la petite symbolique. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que lever des fonds à outrance, il faut bien se rappeler qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on appelle des licornes, donc des boîtes valorisées plus d'1 milliard de dollars. Ils sont déjà 6 ou 7 cofondateurs. Ils ont du Friends and Family à hauteur de 30%. Ils sont en série E, série F, série G. Donc il faut savoir que les séries, c'est A, B, C, D, E, F, G. En général, il exagère, tout à fait vrai. Il exagère un peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'à ces séries-là. Oui. Elles s'arrêtent beaucoup à série A, série B quand elles arrivent à les faire. Tout à fait. Mais en tout cas, ceux qui poussent jusque-là, en général, ils perdent 25% par série. D'accord ? Donc, ils sont 7 cofondateurs et il y a 30% d'users angels, ils ont 10% chacun. Et puis, ils font une première série, 7,5. Deuxième série, 5. Troisième série, 3,5. Quatrième série, 2,5. Cinquième série, 1,7. Et donc, ils se retrouvent... Alors, ils sont exposés dans les médias comme des milliardaires parce que c'est des futures licornes, etc. Licorne, je rappelle que c'est un animal qui n'a jamais existé, de la mythologie grecque. Et donc, en fait, c'est des milliardaires virtuels. Deezer, qui était censé être une licorne, à sa première minute de cotation, c'était une licorne, et l'après-midi même, c'était la moitié d'une licorne. Donc c'était une licorne unijambiste. Et donc tout ça pour dire que oui, c'est bien quand on est entrepreneur de lever des fonds, mais ce n'est pas un succès de lever des fonds. On peut perdre cet argent, et puis on a après tout le stress effectivement de planter ses amis du début. Tati, à qui on a demandé 20 000 euros, et c'était l'épargne de toute une vie. De lui dire désolé Tati, en fait tu vas pas faire x1000, tu vas faire diviser par 0. Alors je te remercie d'en parler parce que effectivement quand on a monté cette table ronde, quand j'y réfléchi, c'est pas préparé, juste que tout le monde le sache. Ils n'ont pas de fil rouge, les questions je les pose, on échange en fonction de ce qui se passe. Cet argent-là que tu dis, quand on a demandé à Tati 20 000 euros, c'est effectivement une responsabilité. Comment l'entrepreneur et les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui peuvent vivre ça facilement, d'emprunter des économies d'une vie mais comment il vit ça au quotidien? Voilà. Faut pas demander à Tati. Il y a 2 écoles, il y a plusieurs écoles. Demander à tonton d'Amérique exactement. Qui peut les mettre à la poubelle. Je pense qu'encore une fois, dans cette phase qui est spécifique, et je te rejoins, d'ailleurs il y a un mouvement aujourd'hui, les entreprises bootstrap qui se réunissent, des entreprises qui n'ont pas levé d'argent, et c'est très bien, et je pense que c'est bien qu'on revienne aussi à ça. Et le meilleur argent, c'est toujours celui des clients. L'objectif d'une boîte, c'est de vendre un service, de résoudre un problème et d'avoir des clients. Donc ça reste la base de la base, il ne faut jamais l'oublier. Et effectivement, il y a une période qui est un peu quand même terminée maintenant, où l'argent était facile, où ça levait des centaines de millions. En plus des problèmes de dilution, il y a les problèmes de clause de ratchet, de liquidation préférentielle, qui fait que tu as des gars qui vendent leur boîte 1 milliard et qui touchent 0 à la fin, ou quasiment, parce que les fonds se remboursent avant, mais qui vend sa boîte 1 milliard, il a levé 1 milliard, à la fin il n'a rien. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et je pense que sur le sujet des business angels, en revanche, pour peut-être juste finir là-dessus, le vrai sujet, c'est d'être extrêmement clair vis-à-vis des gens à qui vous demandez de l'argent. Il ne faut pas que ce soit un stress pour vous. Le stress que vous devez vous mettre, il doit être de satisfaire un client. Moi, mon seul stress, c'est comment je fais pour avoir des clients qui soient heureux du service que je leur mets. Si je me lève chaque matin avec le stress de savoir comment je vais payer les salaires à la fin du mois, est-ce que Tati va être contente, est-ce que ma femme, quand je rentre le soir, elle ne trouve pas que c'est trop tard, ça ne marche pas. Donc, il faut que tout soit aligné pour se mettre en situation de pouvoir délivrer sa performance. C'est comme un sportif de haut niveau, il faut se mettre en condition de pouvoir y arriver, sur en plus du long terme, parce que généralement, il ne faut pas croire que parce qu'il y en a un qui va vendre sa boîte au bout de 3 ans, tout le monde la vend au bout de 3 ans, c'est plutôt 5-7 ans généralement, et donc il faut se mettre en situation de pouvoir faire ça. Donc c'est des vrais choix. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants, c'est pas la seule raison, mais c'est une raison de ma vie d'entrepreneur. C'est un vrai choix, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc je fais pas de gosse, c'est tout. Ma vie, c'est d'être entrepreneur. Ok, merci Francis en tout cas de la transparence et l'authenticité qui te ressemble bien comme à chaque fois. Aujourd'hui, tu conseilles à ceux qui nous écoutent de privilégier le chiffre d'affaires à l'emprunt éventuellement à la grande tante ou autre, ça on l'a bien compris, tous les deux vous le dites. Concrètement, quand on est au début de Saranza, t'es tout seul? Tu as une équipe, tu as des copains? Parce que là, tu te lèves 250 000 euros pour revenir. Comment ça se passe? Là, il y a plein de modèles aussi. Moi, j'ai toujours remonté des boîtes avec des associés.
Ok. J'ai fait aussi avec mon ex, ça s'est très mal passé aussi d'ailleurs. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Ok. D'ailleurs j'ai fait 2 fois. Faudrait Une fois, peut-être c'était que bien je passé, fasse. une fois, c'est Attendez, pas bien faudrait passé. peut-être que je fasse une table ronde avec vos ex Ouais. également, ou un podcast pour Je leur suis pas sûr demander. qu'elle soit d'accord pour venir, mais. Ouais, moi non plus. Ok. Bon. Euh, Blague à en part. tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que moi, je me vois absolument pas créer une boîte tout seul parce que c'est d'abord un parcours, une aventure qu'on a envie de vivre à plusieurs. Ouais. Et effectivement, il y a un rôle particulier des associés par rapport aux collaborateurs, mais pour moi, c'est 2 groupes de personnes avec qui j'ai besoin de prendre du plaisir et de construire quelque chose ensemble. Donc, j'ai toujours fait avec des associés. Maintenant, il y a d'autres entrepreneurs qui font seuls, qui adorent ça et qui sont faits pour ça aussi. Je pense qu'il faut d'abord se regarder en face et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et alors, ce qu'il faut savoir juste, c'est que quand on est solo entrepreneur, c'est généralement plus difficile de lever des fonds. Donc si tu veux, je sais pas moi, lancer une compagnie aérienne et qu'il te faut 100 millions pour acheter des avions, tout seul, ça va être compliqué. Donc voilà, ça dépend. Effectivement, toi, tu étais dans un métier où tu n'as pas eu besoin de lever des fonds, donc tu étais plutôt solo entrepreneur, et ça correspond bien au business qu'il voulait faire. Donc je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme business ? Où je suis bon ? Est-ce que je peux le faire tout seul ou pas ? Est-ce que j'ai envie de le faire avec d'autres ? Et puis après, si tu veux le faire avec d'autres, c'est où trouver les bons associés. Parce que ça, c'est très difficile aussi. Même si maintenant, on arrive à Allez, un peu vas-y, mieux on gérer rentre dans le quelques- vif du sujet. Je crois qu'Hervé aussi, tu veux rebondir sur ce que disait Francis. En fait, à force d'expérience, j'ai identifié les 3 compétences pour qu'un entrepreneur réussisse. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il a quand même... Attends, là tu vas révéler des choses Ouais. que tout le monde cherche. Allez, vas-y, allez, c'est une exclue. je révèle les Hervé tours de blog magicien. sur le Chaka Podcast et va nous révéler ce qu'il faut On va faire. faire un bouquin après. Ah, bah, vas-y, Alors, il y a un bouquin on va- et une on- formation. On va dire que ceux qui n'ont pas ces 3 compétences ont aucune chance de réussir, et ceux qui ont ces 3 compétences pourraient peut-être, si tout se passe bien, réussir. Vas-y. Et c'est pour ça qu'un seul entrepreneur solo qui réunit ces 3 compétences, c'est pas évident. Et donc rapidement, il faut s'il n'a pas des associés fondateurs, il faut qu'il trouve des futurs cofondateurs, parmi ses salariés notamment, qu'il les fasse monter au capital. Alors, les 3 compétences, elles sont finalement assez logiques, et Francis, sans s'être concerté, tu vas bien sûr confirmer ces trois qualités. Ça, c'est un biais cognitif que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu conditionnes je la vais discrètement, réponse. je vais Si, ça va en discrètement, mettre. Je suis totalement réceptif à ça. Non, mais c'est clair et net. Alors, la première compétence, elle est évidente, c'est la détermination commerciale. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'est pas le meilleur commercial de sa boîte n'a aucune chance d'y arriver. Moi, j'ai eu jusqu'à 35 commerciaux, et même avec 35 commerciaux, c'est moi qui générais le plus de chiffre d'affaires. Et pourtant, le commercial ne me prenait plus que 10% de mon temps. Donc, avec 10% de mon temps, je faisais plus que le meilleur de mes commerciaux. Donc, la détermination commerciale, c'est hyper important. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si on est vendeur mais qu'on ne sait pas concevoir un produit, qu'on n'a pas le marketing, qu'on n'a pas la stratégie, ou si on est dans la tech, qu'on n'a pas le produit technologique, on n'y arrive pas. Donc la première compétence, c'est savoir vendre. La deuxième compétence, c'est d'avoir imaginé un produit qui colle au marché, qui colle aux attentes. Donc un produit, une vision, une stratégie. Ou si c'est tech, effectivement, une compétence technique. Un commercial n'est pas tech et un tech n'est pas commercial. Donc déjà, ces 2 compétences, elles sont rares. C'est pas évident d'avoir les 2. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces 2-là. Et enfin, une troisième compétence que j'ai pas du tout, c'est la compétence administrative, gestion. Alors, je calcule très vite et je sais ce que c'est qu'un compte de résultat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un compte de résultat. Ils confondent encaissement et chiffre d'affaires, ils confondent marge et résultat, ils confondent bénéfices et excédent brut d'exploitation. Donc, en gros, si on n'a pas ces 3 compétences, on est sûr de se planter. Alors Francis, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, je suis d'accord. Je dirais juste qu'il y en a peut-être quelques-unes en plus. Mais Bien en tout sûr, cas, ces 3-là, bien elles sûr. sont indispensables. Est-ce que ce sont les 3 piliers, effectivement, et que tu prônes également dans tes équipes d'associés? Parce que toi, du coup, tu recrutes combien de personnes en général? Enfin, tu t'associes à combien de personnes? Moi, j'aime bien l'association à 3. Je trouve que c'est bien. Ça permet d'avoir une décision. Et d'ailleurs, nous, dans la manière de fonctionner chez Allegria, même s'il y a un gros écart de capital, on décide tout à 3. On fait le speak and commit. Et on est toujours aligné avant d'aller ensuite. Attends, je t'ai vu en parler souvent, le speak and commit, je te coupe. C'est qu'effectivement, il y a un sujet, c'est un peu voté, décidé, et vous suivez. Exactement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Voilà, moi, on a créé la structure du capital où effectivement, moi, j'avais 70% du capital. Ouais. Donc, je pourrais dire, c'est moi qui décide de tout. Il y a un ou deux sujets
sujets régaliens, effectivement, qui concernent le CEO parce que tu es le mandataire social, où là, il y a un moment, si effectivement il y en a qui doit aller en prison, c'est moi, donc ça donne un peu de pouvoir sur certains sujets. Pour tout le reste, on décide à 3, même si on n'est pas répartis capitalistiquement de la même manière. Et si Christelle et Thomas ne sont pas d'accord avec moi, je m'aligne avec eux et je vais, je vais avec eux une fois qu'on s'est parlé. Et ça arrivé quelquefois, on ne soit pas d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense. Et dans le nombre d'associés, je pense que tout est possible. On a vu des boîtes, effectivement, 6, 7, 8 associés, c'est souvent un peu plus difficile. Toi, Déjà, en trouver 2 ou 3, c'est difficile. Ouais. 2, ça peut poser des questions de conflit parfois. Moi, je pense que l'élément le plus important, en tout cas de mon expérience, que j'ai eu, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ces années, c'est le problème d'ego de l'entrepreneur. Pour te donner un exemple, une des raisons qui a fait qu'on s'est fait débarquer de chez Sarenza il y a bientôt 20 ans maintenant, c'est parce qu'on avait avec un de mes associés un ego démesuré tous les deux. On voulait tous les deux être CEO. Moi, je prévalais mais déjà 4 startups avant et lui faisait prévaloir son âge. Et pour te dire à quel point on était vraiment cons à l'époque, on a fait co-CEO une année sur 2 chacun. Le truc, vraiment, il fallait vraiment avoir un gros ego. C'est bien, c'est une garde alternée pour toi qui voulais pas d'enfant. C'était une garde carrément alternée. Mis des emmerdes de divorcer. Exactement. Donc tout ça pour dire que il faut faire simple, il faut que les choses soient limpides, il faut le faire avec des gens avec qui on s'entend très bien. Et c'est assez difficile. Moi, j'ai fait des associations avec des gens que je connaissais depuis 10 ans qui sont très mal finis, d'autres que je connaissais depuis 2 heures et ça a été parfait, tu vois. Donc je pense que c'est comme recruter, c'est un des sujets les plus difficiles pour les entrepreneurs, savoir bien recruter. Trouver ses bons associés, c'est quand même très compliqué. Tous les deux, là, vous me partagez, il nous reste 2 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Je pourrais passer plus de temps avec vous deux, c'est toujours très agréable. Sur ces 2 dernières minutes, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Là, vous avez donné pas mal d'astuces. Je m'associe pas, le chiffre d'affaires d'abord, etc. La vie privée dans tout ça, vous la mettez où ? Parce que là, on parle de Like a Boss, vous parlez de boîtes où vous avez fait des chiffres d'affaires. Toi, mais attendez, avec ton ex-femme, donc c'était. Je vous pose une question. C'est une aventure particulière aussi de le faire. Attendez. Est-ce que vous mettez la tête dans des glaçons le matin à 6h ? Est-ce que vous faites un yoga ? Est-ce que vous buvez un jus de détox ? Eric Larchevêque a fait une très belle vidéo là-dessus. Tu l'as vu sans doute. Et moi, je suis comme lui. Non, je fais rien de tout ça. Okay. Non, alors nous, on a quand même quelques petits rituels chez Allegria. Moi, je viens de la province. J'ai vu mon père ouvrir la boutique tous les matins à 7h30. Donc chez nous, on démarre à 8h30 tous les matins à Paris. Okay. Je peux dire que c'était pas évident et dans les entretiens de recrutement, c'était une des conditions. Est-ce que tu es d'accord pour arriver à 8h30 le matin ? Ça fait fuir quelques personnes. Okay. Nous, c'est simple. On veut faire un leader au moins français, voire européen. Tu fais pas un leader en arrivant à 10h le matin dans ta boîte, quoi. C'est pas possible. Donc on a quand même quelques petits rituels comme ça. En revanche, moi, en tant que personne, non, j'ai fait le pire et le moins bon. Il y a des moments où j'ai eu le temps de faire du sport, j'en fais. Là, depuis 1 an, j'ai vraiment plus le temps parce qu'on est à fond. Cette année, j'ai pris une semaine de vacances seulement. Ben voilà, tu t'adaptes. Okay. Moi, je pense que tout ça, c'est beaucoup de bullshit. Franchement, fais ce qui te convient à toi, sens-toi bien. C'est un marathon, et on n'est pas tous égaux face à ça. Moi, j'arrive tous les matins avec la banane, je suis tout le temps content, je suis tout le temps heureux, je suis né comme ça. J'y peux rien et j'ai pas besoin de faire de la respiration. Du pilate. Alors attends, je travaille pas avec Francis, mais j'ai eu l'occasion cette année de partager quelques visios. Et effectivement, à chaque fois que tu allumes la visio avec Francis, tu sais qu'il a la banane, qu'il sourit, qu'il est OK. Ça se pique, il est pas d'accord. Il dit OK, moi je commit, je suis, tout va bien. Mais je confirme ce que tu dis. Merci en tout cas. Hervé, pour terminer, moi, 30 secondes. Moi, j'ai fait un exit significatif donc l'année dernière et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que, mais tu vas au Club Med à la retraite ? C'est devenu trop cher le Club Med. Alors, est-ce que je m'arrête ? Alors, au début, j'ai pris plein de coachs. J'ai pris des coachs dans tous les sens. Coach tennis, coach sport, life coach, love coach. J'ai appris à mixer. Bon, et puis chaque jour, j'avais comme ça 5-6 coachs qui venaient à la maison, tout ça. Alors, j'apprenais à mixer, je faisais du tennis, tout ça. Et puis, à un moment donné, on s'emmerde, quoi. À un moment donné, on s'emmerde. C'est-à-dire, à faire trop de choses perso, ça nous emmerde. Moi, je me rappelle quand je pars en vacances, j'ai pas envie d'être connecté, d'avoir mes notifications, etc. Mais j'ai besoin d'avoir une demi-heure, 1 heure, quand madame prend sa douche, par exemple, je traite mes emails, je traite mon actualité. Alors, je demande à mes équipes de m'envoyer que les bonnes nouvelles, parce que les mauvaises nouvelles, on va attendre la fin des vacances. Donc en fait, l'un des sujets, c'est qu'un entrepreneur, ce qu'il aime, c'est gagner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sous pression positive et puis quand ils vendent, ils passent en dépression parce que justement, ils n'ont plus toute cette lumière, tout cet ego, etc. Moi, j'avais beaucoup travaillé ce sujet et donc j'avais tous ces coachs là dans tous les sens. Je me suis dit, bon, allez, foutez-moi l'appel à tous les coachs. J'ai envie de repartir et je suis reparti au feu. Et un des points aussi importants, c'est le partage de la valeur. Moi, quand le fonds d'investissement est rentré au capital en 2019, il m'a dit, Hervé, est-ce que tu as 5-10 collaborateurs clés
qu'on peut intégrer dans un management package pour qu'ils puissent mettre des tickets allant de 1 000 à 15 000 euros et faire un effet de levier colossal, des x10, x15, x20 sur l'investissement. J'ai dit OK, mais moi j'ai 40 cadres, je voudrais qu'on donne aux 40. Et donc, on a fait x19, donc 44 sont partis avec, pour les plus petits, 50 000, pour les plus gros, 500 000 euros. Et j'en suis très fier, ils se sont partagés à peu près 6 millions de valeurs. Et donc, le partage de la valeur, c'est aussi important. On parlait des compétences qu'on n'a pas forcément en interne, et on parlait de l'ego du fondateur. Je dirais que, Hervé, en fait, un fondateur... Je vais te couper. Mais non, encore 10 secondes, 20 secondes. Un fondateur, c'est pas un directeur général. Vas-y. Ça l'est au départ, mais il faut à un moment donné savoir splitter les deux. Et être un fondateur créatif n'est pas le directeur général qui traite les règles RH d'une boîte de 100 personnes. La vie perso, on a compris pour tous les deux. Par contre, comme on est frustrés tous les trois, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce Chaka Podcast dans un prochain qui durera beaucoup plus longtemps. On se posera tranquillement et on finira cette discussion effectivement sur ces sujets de vie perso, sur vie pro. En tout cas, on a tenté pendant cette demi-heure de pouvoir délivrer un petit peu de vos parcours. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur cette 4e édition. Je suis ravi de vous avoir maintenant dans mon réseau et d'envisager 2025-2026 avec plein d'autres aventures ensemble. Merci à tous les deux, merci Francis, merci Hervé. Merci à toi.